Et c'est le moment d'accueillir le dernier speaker pour la journée, donc messieurs Guillaume et Antonin. Bonjour à tous. Alors du coup, nous, on a un rôle pas facile aujourd'hui parce qu'on est à peu près tout ce qui se tient entre vous et l'apéro. Donc, on va essayer de regarder ça à peu près intéressant pour les 25 minutes qui viennent. Et donc, on est ici pour vous parler d'une histoire de migration chez Back Market, et en particulier une migration de cloud provider en ce qui nous concerne. Donc moi, c'est Guillaume Mazolier, je suis staff engineer à Back Market depuis un peu plus de 3 ans et je travaille dans les équipes plateforme. Et moi, c'est Antonin, donc je suis architecte cloud à Back Market depuis bientôt 3 ans. Et ça grésille. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Back Market, on est une marketplace d'électronique reconditionnée. Donc on vient de fêter nos 10 ans. On est présent dans 18 pays, on est un peu plus de 700 salariés. Et côté tech, on est environ 250. On met en relation 10 millions de clients avec un peu plus de 1700 vendeurs. Le chiffre d'après, on en est assez fier. Depuis que Back Market a été créé il y a 10 ans, on a évité les émissions de 1,6 million de tonnes de CO2 grâce au reconditionné. On est aussi certifié Bicorp et société à mission. Et d'un point de vue technique, notre infra est entièrement conteneurisé. On est né sur le cloud, sur AWS, au début en infogérance, mais déjà sur AWS. Alors un petit mot d'abord sur ce que c'est le platform engineering à Back Market. Donc aujourd'hui, c'est 14 équipes, un peu plus de 60 ingénieurs. Et c'est un groupe qui s'est constitué, qui s'est développé autour de l'équipe infrastructure, qui a été notre première équipe un petit peu transverse de ce type-là. Alors ça explique pas mal de choses aujourd'hui. Ça explique par exemple pourquoi on a encore beaucoup d'équipes qui sont très orientées opération. Le corollaire de ça, c'est qu'on n'est pas très mature encore sur le product management côté plateforme. On n'a d'ailleurs pas de product manager. Ce qui fait qu'on est un petit peu trop souvent en train d'essayer de deviner ce que veulent nos utilisateurs plutôt que d'aller les voir et de se confronter vraiment à leurs besoins. Une petite anecdote pour illustrer ça, c'est que historiquement, à Back Market, on expose beaucoup de primitives d'infrastructure directement aux développeurs. Et en fait, dans les faits, pour être honnête, elles ne sont pas beaucoup utilisées. Et c'est quelque chose dont nous, on s'est beaucoup plaint côté plateforme dans le passé, puisqu'on pouvait y percevoir peut-être un manque d'implication ou autre. Mais au final, ça nous a apporté beaucoup de standardisation, ce qui nous a été utile et on en reparlera. Et ça a contribué à faire changer notre point de vue sur la question. Et donc aujourd'hui, on va vous parler un petit peu du pourquoi, mais surtout du comment on a décidé de changer de cloud provider en 6 mois, parce que c'est plus drôle, et sans impacter aucun développeur en dehors des équipes plateforme, justement. Et en fait, il y a une très bonne raison à ça, c'est qu'ils étaient eux-mêmes déjà très occupés parce qu'ils étaient en train de réécrire notre monolithe historique en microservices. Et en fait, pour être vraiment complet, la situation était beaucoup plus compliquée que ça encore parce que on était également en train de réécrire toute notre front stack dans le même moment. Et en fait, cette migration de cloud provider a été conditionnée à un prérequis un petit peu important. On devait migrer notre monolithe de MySQL vers Postgre. Pour ceux qui ont déjà tenté l'expérience, c'est un peu marrant. Donc c'est bien de lancer ce programme, mais déjà, pourquoi est-ce qu'on a migré? Donc c'est parti d'une idée ou d'un constat très simple où on s'est rendu compte en fait que nos équipes plateformes passaient beaucoup trop de temps à faire de la maintenance et à faire du support sur nos applications. Et donc ce qu'on voulait, c'était leur libérer du temps pour qu'elles puissent se concentrer sur la fourniture de services à valeur ajoutée pour les utilisateurs de la plateforme. Et donc on a lancé un programme de modernisation où on voulait s'appuyer massivement sur les services managés pour donc libérer du temps à nos ingénieurs. Et en lançant le programme de modernisation, on savait qu'on allait être lié à notre cloud provider pendant un certain nombre d'années, et c'était le bon moment pour se poser la question, est-ce qu'on veut rester ou est-ce qu'on veut partir? Et depuis longtemps, en fait, depuis toujours, on a toujours pensé que Amazon n'était pas pour nous un bon partenaire parce que leur conscience environnementale, on va dire, n'était pas en adéquation avec nos valeurs. Il y a aussi une considération business qui est à prendre en compte, parce que nous, quand on donne de l'argent à AWS, indirectement, on finance Amazon, qui est un de nos concurrents. Et puis on l'a surtout fait parce qu'on était prêt depuis longtemps. Donc, déjà en 2018, quand on a réinternalisé notre plateforme, on est allé voir GCP à l'époque, et ils nous avaient dit qu'au vu de l'utilisation qu'on faisait des bases de données, ils n'étaient pas prêts à nous accueillir. Mais depuis cette époque-là, on avait gardé à l'esprit des principes d'agnosticité cloud en se disant si jamais un jour on doit bouger, on sera prêt. Et on a fait ça aussi
parce que, comme on l'a dit avec Guillaume, Back Market à 10 ans, on a des équipes plateformes qui sont bien structurées, et donc notre organisation était prête à faire ce changement. C'est toi qui vas devoir changer le micro. Ouais, Donc voilà, on va essayer de revenir sur des moments clés, un petit peu en tout cas des éléments clés de ce programme, et on va essayer de mettre en miroir un petit peu nos attentes, nos hypothèses, versus ce qui s'est passé ou ce qu'on en a retenu. Et donc, dans la suite des slides, vous verrez, on va retrouver ces jolis idéogrammes faits main qui nous sont offerts par Antonin. Beaucoup de travail derrière ça. Qui vont surtout nous aider à nous rappeler, savoir si on est dans la partie hypothèse ou la partie réalité. Et on va commencer, ça tombe bien, c'est à moi de parler, par la prise de décision. Donc au début, on est parti du principe que le choix d'un cloud provider, c'est-à-dire finalement ce qui va nous fournir l'infrastructure bas niveau, c'est la quintessence de la décision technique que seuls les spécialistes peuvent comprendre. Donc on se dit, on va comparer les services qu'on va retrouver chez AWS et chez GCP. On va comparer leurs coûts quand même, parce qu'on n'est pas complètement déraisonnable. On va faire un POC également pour s'assurer que techniquement on ne va pas dans le mur. Et éventuellement, peut-être qu'on va devoir aller jusqu'à démontrer ce POC auprès de notre COMEX, obtenir leur approbation, et ce qui va finir de cimenter notre décision. Et donc bien évidemment, en fait, dans la prise de décision, il y a un pan technique, parce que si techniquement la migration n'est pas possible, on ne peut pas changer de cloud provider. Mais il faut absolument que cette décision en fait, soit une décision d'entreprise, parce que c'est une décision stratégique qui peut avoir des impacts sur le budget, sur les roadmaps produits, sur l'image de l'entreprise. Et il faut aussi que cette décision d'entreprise soit portée par le COMEX. Parce que si elle n'est pas portée par le COMEX et qu'il n'y a pas un appui fort de la direction, c'est un genre de programme qui ne sera jamais un succès, on va dire, ou du moins pas dans les temps, parce qu'à la moindre petite friction, il sera remis en cause. Donc la planification. Donc celui-là, moi je l'aime bien parce que comme c'est pas mon domaine, forcément je me disais que c'était facile. Et avec l'équipe de gestion du programme, on s'était dit, on n'a pas besoin de faire de planification détaillée. Ce qu'on va faire, c'est que les équipes ont besoin de prendre beaucoup de décisions au lancement du programme, des choix d'architecture. Mais par contre, nous on s'est dit, on va leur donner juste une milestone à 3 mois et on va les laisser cadencer eux-mêmes leurs décisions pour gagner en efficacité. Et au final, là-dessus, on a perdu pas mal de temps au début, parce qu'en fait, sans milestone partagé, on a été victime de ce qu'on appelle la loi de Parkinson. Donc c'est la loi qui stipule que le travail va s'étendre jusqu'à occuper tout le temps disponible. Et donc ça a fini par forcément nous poser des problèmes, notamment là où on avait des interdépendances. Et en fait, c'est hyper important d'avoir des target dates ou des milestones partagés, parce que déjà, le simple fait de les énoncer, ça permet à tout le monde de naturellement se mettre en ordre de marche pour les respecter. Et même si on peut les décaler, parce que forcément on ne va pas connaître tout en avance, mais c'est le principe d'une target date, c'est une cible, il n'y a rien de gravé dans le marbre, on peut toujours la décaler, ce ne sera jamais un échec. Et de toute façon, elle aura déjà rempli son rôle, c'est-à-dire générer de l'alignement. Et en dehors de ça, rappelez-vous bien aussi que si vous partez sans, et que vous vous rendez compte qu'il y a un manque et que vous voulez en rajouter en cours de projet, la transition peut être assez brutale, parce que les contributeurs peuvent ressentir une rupture de confiance, ils vont avoir l'impression qu'on va commencer à les surveiller, qu'on les remet en cause, et même si ce n'est pas du tout le cas, eh ben en fait, en étant proactif là-dessus, en ayant des dates depuis le début, on s'épargne toutes ces questions qui peuvent être un peu désagréables. Un mot sur la modernisation. C'était vraiment une de nos priorités fortes quand on décide de migrer. On ne fait vraiment pas ça pour le plaisir, on avait vraiment cette volonté de moderniser, c'est-à-dire, comme l'a dit Antonin tout à l'heure, réduire nos opérations pour pouvoir apporter plus de valeur ajoutée, peut-être une meilleure performance, peut-être une meilleure disponibilité également. Mais on se dit, waouh, là c'est génial, on a vraiment l'occasion, on va repartir de zéro, on aura zéro dette, et finalement le monde va être merveilleux, les petits oiseaux vont chanter. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce genre de promesses dans votre carrière, mais... Et encore une fois, ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu, parce que nous, on croyait vraiment que en modernisant, en lançant ce programme de modernisation, les équipes allaient être motivées, elles allaient pouvoir être fières de ce qu'elles allaient construire. Et rapidement, on s'est rendu compte que donc, les équipes avaient envie de changer énormément de choses, avaient beaucoup d'idées pour moderniser plein de choses, mais d'un autre côté, on avait aussi des contraintes planning, donc il fallait faire des choix. Et en voyant les renoncements, les équipes avaient plutôt l'impression de se dire bah, finalement, je n'améliore rien, limite je fais du lift and shift, et elles avaient tendance à oublier que même toutes les petites opérations qu'elles étaient en train de faire leur paraissaient normales. Et donc pendant tout le programme, on a dû leur remontrer, leur expliquer que un petit changement qui leur paraissait voilà, anecdotique,
finalement, c'était quelque chose qui allait leur faire gagner énormément de temps à l'avenir. Et ce qu'on avait mis en place aussi pour que les décisions soient bien comprises, on avait mis un processus qui était très clair, c'est qu'une modernisation était prise en priorité en fonction de son impact. Donc plus l'impact était fort, plus on l'a priorisé. Et l'autre point, c'était que à chaque modernisation, ce qu'on se disait, c'était quelle sera la complexité de faire cette modernisation plus tard. Et forcément, les modernisations les plus complexes étaient faites en priorité. Alors ça, c'était un autre point assez fort de notre prise de décision. On allait vraiment, en allant chez GCP, on se disait on va y aller, on va utiliser plus de services managés. Ça va vraiment être un fort levier pour nous permettre de réduire nos opérations. Alors, vous allez me dire forcément, utiliser plus de services managés, c'est augmenter sa dépendance à son cloud provider. Mais ça, c'est quelque chose qu'on avait décidé d'accepter dans ce cas-là. Et c'est d'ailleurs en partie pour ça qu'on migre cette année et pas 2 ans plus tôt, parce qu'on avait besoin d'être confiant en notre capacité, en notre maturité pour faire ce type de choix avant de s'engager sur le long terme avec un nouveau cloud provider. Et là, maintenant, avec un peu de recul, on se rend compte que ce n'est pas l'utilisation des services managés qui nous fait gagner du temps aujourd'hui. Donc, bien évidemment, quand on était sur AWS, on gérait nous-mêmes nos clusters Kubernetes. Maintenant qu'on est sur GCP, on utilise le service managé de GCP. Donc oui, ça nous fait gagner du temps. Mais ce qui nous fait gagner le plus de temps aujourd'hui, c'est tout un tas de décisions qu'on a prises pendant le programme. Par exemple, la première décision qu'on avait prise, c'était, on s'est dit, on va migrer aucune VM de AWS à GCP. Donc tout ce qui était sur VM sur AWS devait soit être containerisé, soit fourni par un éditeur logiciel en SaaS. La deuxième décision qu'on a prise, qui nous aide énormément aujourd'hui, c'est que ce qu'on s'était dit, c'est que tout ce qui devait arriver sur GCP devait d'abord être déclaré dans notre portail développeur Backstage et devait être créé avec les automatisations de Backstage. Et grâce à ça, aujourd'hui, sur GCP, on a des composants qui ont été tous créés de la même façon et qui vont pouvoir tous être mis à jour de la même façon. Et le dernier point qui nous fait gagner énormément de temps aujourd'hui, c'est tout un tas de décisions architecturales qu'on a prises au fil du programme. On a énormément simplifié notre réseau, on a rationalisé nos clusters Kubernetes, on a supprimé toutes nos exceptions. Et en fait, toutes ces petites choses, toutes ces choses mises bout à bout, aujourd'hui, ça nous permet d'avoir un écosystème qui est simple, qui est cohérent, et c'est pour ça que toutes nos opérations sont réduites au fil du temps. Donc la perception du risque, donc celle-là, elle n'est pas évidente. Elle n'est pas évidente parce que dès le début du programme, on était allé voir le COMEX en leur disant qu'on voulait faire une migration, on voulait faire une migration qui allait être ambitieuse, dans un temps court, mais pour pouvoir réussir, eh bien, on allait devoir prendre des risques. Et évidemment, quand on prend des risques, on peut générer des incidents, on peut générer des différents problèmes. Et le COMEX était derrière nous, ils étaient d'accord, donc ils avaient été prévenus, voilà, ils étaient bien au courant, ils nous supportaient là-dessus. Et on s'était dit que, en faisant ça, grâce à ça, les ingénieurs, en faisant la migration, ils auraient une charge mentale moins élevée. Ils allaient aussi pouvoir faire les opérations de migration sans avoir le stress lié aux incidents, parce que le COMEX était derrière eux. Et là, encore une fois... Ouais, malheureusement, sur celle-là, on s'est vraiment trompé. Il y a plusieurs raisons à ça. Je pense que, pour commencer, un soutien managérial comme ça ne suffit pas forcément à supprimer chez tous les contributeurs, notamment les plus impliqués, toute crainte d'erreur ou d'impact suite à des opérations. D'autant que, finalement, un soutien qui peut être peut-être un peu générique comme ça sur l'échelle de tout un programme, ça peut vite être perçu comme un peu flou, peut-être peu actionnable. Certains vont peut-être même se dire que ceux qui disent qu'ils vont assumer le risque aujourd'hui, ils ne comprennent peut-être pas tous les enjeux techniques, la réalité du terrain, etc. Et toutes ces réflexions, c'est encore accentué si en cas d'erreur, il y a des opérations manuelles, longues et pénibles qui sont à prévoir. Nous, par exemple, comme on en parlait, on a dû donc changer le moteur de base de données de notre monolithe, qui avait déjà 10 ans et centaines de contributeurs et plusieurs millions de lignes de code. Et quand on se lance dans ce genre d'opération, on a des cas d'erreur devant nous qui sont à peu près infinis. Et certains d'entre eux, ils peuvent durablement endommager la donnée, la qualité de la donnée qu'on a en base. Et dans ces cas-là, à notre échelle, même si on n'est pas énorme, mais à notre échelle, ça représente déjà des semaines ou peut-être des mois de boulot manuellement dans les bases de données pour tout remettre d'équerre. Et ça, c'est quelque chose qui fait peur, forcément. Et donc, cette responsabilité ou cette charge mentale, comme disait Antonin, qui est portée par les contributeurs, et souvent en petit nombre, parce qu'on est vraiment sur des sujets d'experts, et ça mène à un risque de burn-out. Et même si on a le soutien du management, sur la gestion des risques notamment, même si on a une charge de travail raisonnable, parce qu'on fait très attention à ça, le risque de burn-out est vraiment présent et c'est hyper important de le garder en tête et d'essayer de s'en prémunir comme on peut.
Ce qu'il faudrait faire plutôt au lieu de ça, c'est vraiment être dès le début du programme extrêmement explicite sur les niveaux de risque qu'on va rencontrer, expliquer lesquels sont acceptables et pourquoi. Par exemple, dans notre cas, si on veut faire cette migration en 2 ans ou en 6 mois, forcément, on ne va pas aller chercher le même niveau de risque. C'est logique. Et donc, là encore, si on peut documenter ces décisions, bah, c'est encore mieux. Un autre point, c'est qu'il faut définir bien en amont une stratégie pour quand on sent que la peur du risque va commencer à nous paralyser. C'est quelque chose qui va arriver souvent dans les grands projets ambitieux. Il y a un moment où on se sent un petit peu perdu, on ne sait pas quelle est la next step. Et nous, là-dessus, on a été extrêmement clair. On s'est dit que si aucune action identifiée à l'instant T ne permet de dérisquer la suite des opérations, alors on doit avancer. Ce n'est pas une option, on doit avancer. Parce que continuer à avancer, continuer à itérer, c'est finalement le seul moyen de continuer à faire des apprentissages et in fine à dérisquer. Maintenant, je vous dis ça, on a fait cette migration, c'est terminé pour nous chez Back Market. Donc on l'a déjà fait une fois, et pourtant je suis persuadé que je ne pourrais pas le refaire dans toutes les entreprises. Parce que la perception du risque, la gestion du risque, c'est quelque chose qui est extrêmement contextuel, et ce qui a marché chez nous ne marchera pas forcément ailleurs. Alors stratégie de migration, ça c'est une des premières décisions qu'on avait prises tout au début du programme. On s'était dit on va séparer tous nos services, on en avait une quarantaine à peu près à l'époque, en plusieurs batchs par criticité, et de manière à pouvoir les migrer progressivement. Donc on se dit, nous on a toute la maîtrise de la plateforme, on va créer une couche de communication entre AWS et GCP complètement transparente pour les applications ou pour les équipes en dehors de plateforme, et du coup on va pouvoir comme ça migrer par étapes. Et ça on espérait en tirer des bénéfices extrêmement concrets, du type, la plus évidente c'est beaucoup moins d'opérations pendant les opérations de migration elles-mêmes, on a moins de choses à faire, moins de choses à bouger, ça va plus vite, on prend moins de risques. On a le miroir aussi, le retour arrière devrait être beaucoup plus facile, on a bougé moins de choses, on peut revenir en arrière plus facilement. On espérait aussi pouvoir tester la montée en charge de notre plateforme, comment elle se comportait de manière progressive sur GCP, parce qu'on allait y arriver par étapes. Et donc en fait, pour la migration, on avait 6 migrations à faire, parce qu'on a 3 plateformes de non-production, 3 plateformes de production, et à chaque fois, on a une plateforme pour les US, une plateforme pour l'Europe et une plateforme pour l'Asie-Pacifique. Et donc, on s'est lancé dans notre première migration de pré-prod, et ce qu'on avait décidé, c'était de réunir les équipes pendant 2 jours, sans mode opératoire préparé à l'avance. Et le message qu'on avait passé aux équipes, c'était lister toutes les actions que vous allez réaliser, lister toutes les idées d'amélioration, lister tous les problèmes, et tracer bien toutes les étapes. Donc, au lieu de durer 2 jours, la première migration a duré 5 jours. Mais, à la fin, on avait la liste de toutes les opérations qui avaient été faites, les idées d'amélioration, et tout était bien tracé. Ensuite, on s'est lancé, une semaine ou 2 semaines après, dans la migration de la deuxième plateforme, donc toujours en non-production. On a exécuté notre premier batch en retraçant les opérations qui avaient été listées avant. Ça s'est bien passé. Par contre, on a dû passer une demi-journée, voire une journée finalement, à débugger les communications entre Amazon et GCP. Parce qu'on avait rajouté des composants techniques entre les 2 cloud providers, donc ça, c'était source de bug. On avait dû revalider les composants sur GCP, forcément parce qu'il a été migré, mais on avait dû aussi revalider tout ce qui était resté sur AWS, parce qu'on avait une communication entre les deux providers. Et le dernier point aussi, c'est qu'on s'est rendu compte que finalement, ce mode de migration, ça rajoutait une dépendance forte à la disponibilité du lien entre AWS et GCP, parce que si ce lien n'était pas dispo, eh ben, notre marketplace ne fonctionnait plus. Et donc en partant de ce constat-là, pour la dernière migration de pré-prod, donc la dernière fois où on jouait le mode opératoire avant de partir en prod, on a décidé de changer complètement en faisant une migration one-shot, donc migrer tous nos services d'un seul coup, toujours en partant sur le mode opératoire qu'on avait écrit au fil du temps et qu'on avait amélioré, en le simplifiant, en réduisant les étapes, mais en migrant tout d'une seule fois. Et la migration s'est bien passée, on a rejoué le même mode op à chaque fois, en améliorant, même en production, on voyait des erreurs qu'on traçait, qu'on corrigeait pour l'opération suivante. Et grâce à ça, finalement, notre dernière mise en production de la 3e plateforme de prod s'est passée en 2 heures test comprises, comparé aux 5 jours pour la première plateforme. Et ce qui nous a vraiment sauvés, là, c'était, dès le départ, de passer le message aux équipes, de tracer les actions, tracer toutes leurs idées, toutes les idées d'automatisation possibles, pour qu'on s'améliore au fur et à mesure. Alors on arrive au moment de conclure, on va conclure un peu en 3 parties.
D'abord un TLDR sur quelques éléments d'apprentissage un peu génériques qu'on a pu faire ou des confirmations. Ensuite, on reviendra rapidement sur l'impact que ça a pu avoir sur la pratique de platform engineering chez nous à Back Market. Et en dernier, on va revenir sur des tips and tricks beaucoup plus précis, des choses qu'on voulait souligner, qu'on a pu dire ou pas forcément encore. Donc le premier point, c'est qu'aujourd'hui, on ne se trouve pas particulièrement moins cloud agnostique qu'on l'était il y a un an. Une des raisons à ça, c'est que les services managés qu'on utilise sont tous ou quasiment tous basés sur des standards open source du marché. Alors, forcément, on sait qu'on ne va pas pouvoir migrer d'un coup de baguette magique. De toute façon, on n'a pas envie de le refaire. Bon, voilà, pas forcément tout de suite, ouais. Mais voilà, on ne se sent pas ni plus ni moins enfermé là-dedans que l'année passée avec notre ancienne plateforme sur AWS. Deuxième point, on est très content de Kubernetes en tant que couche d'abstraction de l'infrastructure sous-jacente. C'est une des promesses de ce type d'outil. Pour nous, le contrat a été rempli, on a pu migrer sans impacter nos développeurs. Bon, à part pour les tests, forcément, on avait un peu besoin d'eux quand même. Mais voilà. Et honnêtement, quand on a lancé le programme, tout le monde nous a dit vous vous foutez vraiment de nous avec vos histoires de pas d'impact, c'est impossible. Et on n'a eu que des échos positifs à la fin. Et donc ça, c'était vraiment une fierté pour nous. Troisième point, je vous dirais à la surprise générale, la migration des choses non standards, ça prend 4 à 5 fois plus de temps. On est bien dans la loi de Pareto, les 80-20. Voilà. En théorie, ça le fait, en pratique aussi, pas de souci. La data, c'est sensible. Alors là, je ne parle pas de la data au type analytics ou big data ou ce genre de choses. Je parle vraiment de la data qui est dans vos bases de données. C'est vraiment extrêmement sensible. Et c'est là où se situe en fait l'essentiel des risques et de la complexité de ce type de migration. Et donc, c'est probablement ça, en tout cas, c'est ce qu'on vous conseillerait, c'est probablement ça qui va définir le plus vos stratégies de migration. Oula, ça va un peu vite. Spoil. Futur du platform engineering. Donc, un des très gros apprentissages qu'on a fait pendant cette migration, c'est qu'on s'est rendu compte à quel point on pouvait faire énormément de choses chez nous côté plateforme sans impacter nos utilisateurs, sans leur demander de contribution. Et ça, c'est hyper clé parce qu'en fait, c'est vraiment là où on apporte de la valeur. Et donc, on veut accentuer pour ça, là-dessus. Et pour accentuer là-dessus, ce qu'on veut faire, c'est continuer à standardiser beaucoup de choses. Pour accentuer la standardisation chez nous, on va s'appuyer maintenant sur un ensemble de principes qu'on espère cohérents. Le premier, c'est la stratégie du Golden Pass, c'est-à-dire qu'on veut apporter énormément de valeur pour les utilisateurs qui utilisent nos outils et respectent nos standards. Quand on dit créer de la valeur, on pense par exemple à rendre très accessible en self-service la création d'une dépendance d'infrastructure, par exemple. Ça peut être apporter de l'observabilité gratuitement, ça peut être fournir des rollbacks automatiques, ce genre de choses. Le deuxième point, c'est on considère maintenant, et ça c'est vraiment un grand changement de paradigme, on considère maintenant que l'adoption d'un changement, elle est à la charge de l'équipe qui produit le changement et pas à la charge des utilisateurs. L'impact pour ça, nous notre objectif maintenant côté plateforme, c'est que la complexité maximale des changements qu'on pousse, ce soit l'équivalent de la validation d'une PR Renovate. Et le dernier point, on veut vraiment adopter la maxime easy to do the right thing, donc rendre facile la bonne chose, parce que en fait, les êtres humains ont une tendance naturelle à suivre le chemin de moindre résistance. Et là-dessus, pour nous, l'objectif, c'est finalement de superposer ce chemin de moindre résistance avec notre Golden Pass, donc le chemin où on veut emmener nos utilisateurs. Au niveau des tips and tricks, ça, on n'en a pas parlé du tout. Nous, on a fait des downtime pour nos migrations en production, pour la migration et les tests, de 2 heures, donc pour les productions à chaque fois. On l'a fait pendant la nuit également. Si votre business le permet, franchement on recommande parce que ça simplifie énormément les choses. Honnêtement, on n'aurait pas pu migrer en 6 mois si on n'avait pas fait de downtime. Impossible. Le deuxième type, c'est écrire les décisions. Donc nous, on a une forte culture de l'écrit à Back Market. Et toutes les décisions qu'on a prises pendant la migration, à chaque fois, les équipes écrivaient les décisions qui avaient été prises, les choix qui avaient été retenus, les choix qui avaient été mis de côté. Et aujourd'hui encore, régulièrement, on regarde les décisions qu'on a prises et ça nous permet de savoir pourquoi on a fait les choses et ce qu'on va changer ou pas à l'avenir. Ouais. On veut revenir aussi sur les modes opératoires, vraiment écrivez-les le plus précisément possible. Nous, on est vraiment allé jusqu'à faire ce qu'on appelait chez nous les brainless migrations, c'est-à-dire que toutes les opérations que les opérateurs avaient à faire pendant les migrations, c'était globalement des copier-coller. Honnêtement, ça va beaucoup plus vite, ça limite les risques. Ça limite les erreurs. Les erreurs, ça fait perdre du temps, ça rajoute du stress, et donc ça rajoute, encore une fois, ça augmente la probabilité de refaire des erreurs, etc. etc. Ouais, on recommande. L'autre type, c'est utiliser tous vos environnements comme source d'information. Donc nous, on avait
3 environnements de non-prod, eh ben, on les a utilisés pour tester nos modes opératoires, pour les faire évoluer, pour changer. Et donc, utilisez votre contexte, vos particularités pour préparer ce genre d'opération. Ensuite, on voulait revenir vraiment sur la perception du risque chez les contributeurs. C'est un truc dont on ne parle pas souvent. En plus, ça touche souvent les contributeurs les plus impliqués, souvent des experts, etc. Globalement, les contributeurs auxquels on veut faire attention. Ok, c'est souvent auto-infligé, mais ceci dit, c'est pas parce que c'est auto-infligé que ça n'existe pas. Et le dernier, c'est les target dates sont mobiles. Ça, Guillaume l'a très bien expliqué. En fait, les target dates, ça permet de générer de l'alignement. Par contre, s'il faut les avancer ou s'il faut les reculer, il ne faut pas que ça soit vu comme un échec ou comme un problème. Et ben voilà. Ben, merci. Et on passe aux questions. Du coup, la toute première question, c'est comment s'est organisé le reskilling des ops et dev pour le passage de AWS à GCP? Alors, pour le coup, on a vraiment eu la chance de monter un vrai partenariat avec GCP. On n'avait pas eu le temps d'en parler, on a un peu coupé cette partie-là. Nous, ça faisait plusieurs années qu'on parlait avec GCP. Et pour le coup, avant de se lancer, on a eu l'opportunité de faire un truc vraiment très bien. Google nous a accueillis dans ses locaux pendant 2 semaines entières. On est arrivé à une trentaine, donc quasiment toute plateforme et un certain nombre d'ingénieurs côté produit. On s'est mis en mode hackathon et le but en 2 semaines, c'est de faire tourner une de nos pré-prod, avec tous les raccourcis qu'un hackathon peut supposer, sur GCP. Ils nous ont mis à dispo des ingénieurs, des experts de leur côté, des product managers, on a pu discuter. Après ça, t'en parleras mieux que moi, mais il y a effectivement un piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est faire l'équivalent d'un lift and shift, c'est-à-dire on va reprendre les concepts qu'on a à gauche, on va les remettre à droite. C'est pas vrai, il y a l'IAM, le réseau, etc. C'est très différent chez 2 cloud providers. Si vous voulez pas taper les murs toutes les 5 minutes, il faut vraiment prendre le pli de ce que le cloud provider vous propose. Mais donc, ouais, en fait, le programme, il avait commencé un peu avant avec ce hackathon. On a laissé le temps aux gens de se former, etc. Et Google nous ont mis énormément de ressources à disposition aussi pour ça. Okay. GCP plus green que AWS. Oui, au niveau de la com, mais pseudo-engagement qui vole en éclat de l'IA, n'est-ce pas avant tout du greenwashing? Eh bien, ce qui est marrant, c'est qu'on a fait un talk avec Guillaume hier à Green.io, où justement on compare tout ça entre AWS et GCP. Et je pense que ce n'est pas uniquement dans la com. Nous, on a suivi plusieurs indicateurs. Vous pourrez aller regarder le CDP score. Donc, c'est un score qui permet de lister en fait, les actions que les différentes entreprises mènent. Là-dessus, Google est bien plus moteur que Amazon. Il y a des choses aussi en termes d'autres projets en fait. Mais je vous invite à lire la littérature et je pense que c'est pas uniquement en termes de communication et l'IA, elle va être aussi présente chez Amazon. Ouais, mais même pour ajouter, Google nous fournit des outils pour qu'on puisse faire au mieux avec leur infrastructure, ce qu'AWS ne fait pas du tout. Et ensuite, on peut regretter. Alors après, pour le coup, les deux font de l'IA, donc je ne sais pas ce qu'on peut en faire, mais voilà, avec Google, on a estimé qu'on avait de meilleurs outils et de meilleures informations pour faire au mieux avec ce qu'on avait. Voilà, c'est pas parfait, effectivement. Ça, vous pouvez regarder les carbone... les cloud carbon ouais. footprint tool, ouais. Ouais, rien que les outils, les informations que chaque cloud provider vous donne, vous verrez que les informations fournies par AWS sont inexploitables et Google donne des informations beaucoup plus complètes. À titre d'exemple, AWS, d'après leur outil de cloud carbon footprint, ils ont 3 services. EC2, S3 et autres. En ferez ce que vous voulez. Ok, on a une question de Fred. Est-ce que vous avez envisagé de migrer vers un cloud provider hors GAFAM? Donc, comme on l'a dit, on voulait que nos équipes utilisent beaucoup plus de services managés pour se libérer du temps. Et malheureusement, quand on regarde le niveau de services managés chez des OVH, des Scaleway ou des choses comme ça, eh bien, ça n'atteint pas forcément nos attentes. Mais oui, on a regardé, mais c'est ça en fait. Et en plus, on est déployé un peu partout dans le monde aussi, donc ça joue un peu à ce niveau-là. Et après, si on veut être brutalement réaliste, les accompagnements qui sont capables de fournir, notamment financièrement, ces entreprises ne sont pas les mêmes. Okay. Une question de Thomas. Quand avez-vous mis en place Backstage? Quel est votre retour d'expérience sur cet outil? Donc Backstage, ça fait 3 ans, je pense qu'on l'a mis en place. L'adoption
prend du temps. Et là, ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que c'est en donnant des informations aux développeurs, en faisant que les développeurs se connectent à Backstage pour l'utiliser au fur et à mesure, que l'adoption prend, en fait. Récemment, on leur a mis des scorecards dans Backstage, donc maintenant régulièrement ils vont voir leurs scorecards. On leur a mis aussi à disposition les coûts de leur service. Et donc c'est Backstage, c'est bien, mais après il faut réussir à donner de l'information, mettre de l'outillage pour que naturellement les développeurs y aillent. Il ne faut pas les forcer à utiliser, mais c'est en donnant des features, en donnant des services que la mayonnaise prend. Tout à fait. Et une toute dernière question. Du coup, pour faire accepter le projet de migration par le management, comment avez-vous rationalisé les coûts entre faire la migration et laisser l'infra telle qu'elle? C'est le temps d'opération en fait. C'est que nous, si on voulait que nos équipes plateformes puissent fournir plus de valeur et ne passent pas du temps à faire de la maintenance, on devait reconstruire. Donc c'était soit reconstruire sur AWS, soit reconstruire sur GCP. Sur AWS, effectivement, ça aurait été plus rapide et moins coûteux, mais en regardant ce qu'on a dit sur la conscience environnementale, les considérations business, et ben c'est comme ça que on a décidé de partir. Ouais. Là-dessus, on reconnaît qu'on est une boîte un peu atypique là-dessus, parce que déjà, les considérations environnementales, ça a été le sujet numéro 1 qui a été discuté au COMEX, et ce ne sera pas le cas dans toutes les boîtes, il faut être clair. Et puis finalement, quand on allait voir notre management, encore une fois, cette culture du risque, on leur a parlé de migration, on a commencé à mettre des coûts, notamment des temps de migration et tout en jeu, et finalement, la réponse qu'on a eue, c'est oui, pourquoi vous ne le faites pas en 6 mois? Donc voilà, on n'a pas eu vraiment besoin de convaincre au final, une fois que l'idée était lancée. On a, Amazon, ça reste aussi un peu un concurrent en termes de marketplace, etc. Donc il y avait un tas de raisons qui faisaient que finalement on n'a pas eu tant que ça besoin de convaincre. Super, merci beaucoup pour vos réponses. Merci à tous.